L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Le Mississippi vit la fin d'un été indien prolongé en cet automne galopant. La rivière Pascagoula, épicentre économique d'un monde qui tourne autour d'elle, s'endort au cœur de la nuit. Ses légères vaguelettes, infimes, témoignent de son repos. Depuis des heures déjà, l'obscurité est souveraine. Le chantier naval de Schumpeter est lui aussi tombé dans la torpeur. Les mouvements se font rares sur les routes adjacentes à la rivière. Et les moteurs qui rugissent entre les arbres sont ceux de quelques travailleurs nocturnes ou de gens qui rentrent chez eux à la suite d'une soirée parfois arrosée. Ce n'est pas le cas de Jerry Vernon et de Maria Blair. Non, le jeune couple, assis dans le pick-up du père de Jerry, observe la rivière en discutant après avoir été dîner chez des amis. Le jeune homme doit reconduire sa dulcinée chez elle, mais il n'en a pas envie. Non, ce qu'il voudrait, c'est suspendre la marche terrible du temps, juste un peu. Surprise par la fraîcheur de l'automne, Maria se blottit contre l'épaule de son aimé. Bercée par les embruns de la rivière Pascagoula, Maria observe la Voie lactée. Et puis soudain, elle remarque des lumières étranges, bleues, qui viennent faire tache au milieu des étoiles. Oh, regarde chérie, un avion. Si elle savait. Nous sommes le jeudi 11 octobre 1973. L'eau de Pascagoula s'agite et les dernières feuilles sur les arbres se figent. Il est 22h50. C'est l'heure H de mon histoire. Le Ford F-100 rouge et blanc, moteur allumé, éclaire la berge de ses phares blafards et jaunissants. Criarde, la radio locale passe le nouveau titre de Led Zeppelin, Houses of the Holy. Et alors que Jimmy Page se lance dans un solo magistral, Jerry, qui s'était assoupi, ôte sa casquette. Un avion ? Un avion à cette heure-là, si près de la rivière ? Non, mais rien délire. Il s'apprête à se moquer d'elle lorsque, relevant la visière de son pare-soleil, il remarque lui aussi les lumières bleues qui affleurent dangereusement à la surface de l'eau. Jerry est un garçon intelligent. Certes, il n'est pas spécialiste d'aéronautique, mais il en est certain. Ça, ce n'est pas un avion. Maria remarque bien qu'il est préoccupé par le spectacle en cours. Ne quittant pas la forme des yeux, la jeune femme ajoute, comme pour se rassurer, « Chérie, c'est un avion, hein ?» Mutique, Jerry recule son siège, sort de son paquet une cigarette qu'il allume. Habituellement, Maria n'aime pas quand il fume dans la voiture, mais cette fois, mystérieusement absorbée par ce qu'elle voit, elle ne dit rien. Le jeune homme, lui, coupe les phares du véhicule. Ce qu'il se passe sous ses yeux n'est pas normal. Il ne se sent pas bien, il éprouve comme un mauvais pressentiment ou quelque chose du genre. Il finit par briser le silence. Non, je crois pas que ce soit un avion. Stupéfaite, Maria se retourne vers son fiancé. Ses cheveux, qui lui tombent au-dessous des épaules, flottent dans un mouvement gracieux. Non, mais arrête tes âneries, Jerry, tu me fais peur. L'étrange forme, enfin, stabilise son altitude. Dans le noir, impossible de distinguer autre chose que ces nombreuses lumières illuminant le ciel du Mississippi. Au-dessus des arbres, l'engin volant tourne au-dessus de la berge opposée. Il quitte le champ de vision du couple, puis revient, le tout dans un balai incessant et inquiétant. Maria regarde sa montre. Il est à peine 23 heures. Plus une seule voiture ne passe sur la route derrière tout près. C'est comme si Jerry avait été exaucé. Le temps s'arrête là, tout autour d'eux. Le jeune homme s'affole, éteint la radio, jette au dehors son mégot sans même l'éteindre. Ah, il a la trouille! Et si c'était les Russes qui envoyaient une de leurs inventions pour attaquer les Américains? Après tout, les médias disent bien que ce Brejnev est un fou malade. Lorsqu'il reprend la parole, son ton a radicalement changé. Maria, planque-toi, tu veux, et puis enfonce-toi dans le siège. Mais
Mais la jeune femme est fascinée, comme hypnotisée par cette forme qui quadrille le ciel à la recherche d'on ne sait quoi. Persuadée qu'il s'agit d'un avion, certes plus gros que les autres, elle n'a pas peur, bien au contraire. Elle s'exclame « Oh Jerry, cet avion, il est perdu, il doit être en détresse !» Puis regarde, il n'arrête pas de tourner. Son fiancé ne répond plus. Il se concentre sur les lumières, d'un bleu comme il n'en a encore jamais vu, des lumières qui dansent dans tous les sens. Il n'ose même plus se griller une cigarette. Mais non de non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? La pensée de Jerry est aussi fugace qu'intense. Un hélicoptère ? Il ouvre sa fenêtre, mais n'entend aucun bruit. Non, si c'était un hélicoptère, on entendrait les pales. Et ce machin-là est beaucoup trop gros. Un avion alors, comme le pense Maria. Comment un avion de ligne pourrait-il être aussi gros ? Et si les Russes étaient en repérage aux États-Unis, pourquoi choisiraient-ils un vulgaire chantier naval du Mississippi ? Jerry n'a pas fait des études de géopolitique, mais ça ne semble pas tenir la route, même pour lui. Oui, mais alors quoi ? Des extraterrestres, les petits hommes verts, ceux des revues fantastiques qu'il lisait quand il était gamin. À cette pensée, tout son corps se glace. Allez mon vieux, reprends-toi. Ces trucs-là, ça n'existe pas. En son fort intérieur, alors que l'habitacle du 4x4 est très silencieux, il tente de se convaincre. Sans résultat. Il a raison de douter, Jerry. Ce qui se déroule là, devant leurs yeux, relève bien du mystère. Maria regarde sa montre. 23h25. Prenant sa curiosité et son courage à deux mains, elle se redresse. « Allez, Jerry, moi je descends. Non, je dois en avoir le cœur net. » Son fiancé essaie de l'attraper par le bout de sa robe. « Mais t'es folle, fais Trop tard. La portière claque. Maria est seule dans la nuit noire. Alors, évidemment, Jerry lui emboîte le pas. Hors de question de la laisser seule face à cette mystérieuse apparition. Mais plus le couple se rapproche de la rive, et moins il est rassuré. Résonnent à leurs oreilles les clapotis et le bruit du souffle de l'engin volant. Le jeune homme est estomaqué. Il n'entend rien d'autre. Pas le bruit d'un seul moteur. Pourtant, vu la taille estimée de la forteresse volante au-dessus d'eux, il en faut de la puissance. L'engin a réduit son périmètre. Il ne passe dorénavant que le long de la rivière, tout près d'eux. Jerry et Maria avancent jusqu'au bord de l'eau. Les bottes du jeune homme font craquer le bois et d'un doigt sur la bouche, Maria lui intime l'ordre de rester discret. Ils s'accroupissent, attendent de voir si quelque chose pourrait les éclairer. Oh, ils vont pas être déçus. L'eau soudain s'agite. La rivière Pascagoula semble s'ouvrir comme par magie. Leurs yeux se sont habitués à l'obscurité, avec l'aide d'un croissant de lune puissant caché derrière une couche nuageuse. Les jeunes gens sont bouche bée. Maria, plissant les yeux, remarque soudain l'impensable. Quelqu'un ou quelque chose vient de sortir de l'eau, là, tout près d'elle. Elle se tourne vers son fiancé et lui murmure, la voix brisée par la tension. Là dans l'eau, il y a quelqu'un qui se rapproche de l'engin. Effectivement, la machine volante non identifiée se stabilise. Elle descend. Les clapotis deviennent des vagues. La rive, elle, est instable. Jerry, lui aussi, a vu cette chose, cette forme, sortir de la rivière. Pourtant, il ne pipe mot. Pire, il va faire comme si de rien n'était. Non mais, Maria, arrête de déconner, il n'y a personne ici. Puis, regardant une montre qu'il ne peut de toute façon pas voir dans le noir, il conclut. Allez, on est en retard, faut y aller. Espérant que sa fiancée le suive à bride abattue, Jerry se dirige vers la voiture, mais Maria n'a pas bougé. Elle regarde la forme dans le ciel repartir comme si de rien n'était, avant de rebrousser chemin, elle aussi. Rentrant dans l'habitacle, elle tente bien d'entamer le dialogue, mais Jerry est muet comme une tombe. Sur le chemin qui les guide vers la maison de la jeune femme, ils n'échangent pas un mot. Ils vont vite. Jerry, avant de la laisser repartir, se contente de ces quelques mots lâchés avec une terreur primaire qui semble le paralyser.
Ce soir, on n'a rien vu, hein. Il n'y avait personne. Et ne t'avise pas de parler de cela à qui que ce soit, ou alors, ils te feront passer pour une folle. » Lasse, Maria se résigne et rentre chez elle. Le couple, instantanément, pose un mouchoir sur l'expérience qu'il vient de vivre. Ils mettront près de 46 ans avant de se décider à témoigner. Ce qu'ils ignorent, ce soir d'octobre 1973, c'est qu'ils n'ont pas été les témoins d'une apparition mystérieuse. Pas seulement. C'est bien pire que ça en réalité. De l'autre côté de la berge se trouvaient 2 hommes et ils se sont fait enlever. Revivons cette scène à la même heure, au même endroit. Seulement cette fois, traversons de l'autre côté de la berge, en face de Jerry et Maria, qui sont dans leur voiture depuis quelque temps déjà. Les lumières dans le ciel, elles, ne sont pas encore apparues. Ça ne saurait tarder. Charles Hickson et Calvin Parker, âgés respectivement de 42 et 18 ans, sont des collègues et aussi des amis. Ils travaillent tous les deux au chantier naval de Schuppeter, situé à proximité. Après leur service, ils aiment passer un peu de temps ensemble. Souvent, ils refont le monde et discutent de tout et de rien. Mais leur activité préférée, de manière incontestable, c'est la pêche. C'est ce qu'ils font d'ailleurs ce soir. La nuit est tombée depuis des heures, oui, mais les phares de leur voiture, tout autant que les bières qu'ils ont à la main, rendent la soirée des plus agréables. Calvin, qui vient d'achever une bouteille, se moque de son collègue qui vient de perdre son appât. Celui-ci se défend. « Fiche-toi de moi, tiens, petit. Si tu crois que c'est facile de choper de la poiscaille dans le noir. » D'un rire gras, le jeune Calvin rétorque en tapant dans le seau à ses pieds qui est rempli de poissons bien frais. « Et tu vas encore dire que c'est une affaire de chance, hein, Charlie ?» L'autre grommelle en guise de réponse. « Ah, c'est jeune, je te jure. » La nuit noire devant eux est illuminée de temps à autre par des rayons de lune qui font ressortir les immenses bâtiments de l'usine. Charles Hickson se retourne, tâtonne, à la recherche de sa glacière. Il doit bien lui rester encore 1 ou 2 appâts frais. Il a beau enfoncer ses mains le plus loin possible, il ne retrouve absolument rien. Alors que son esprit tout entier se concentre sur cette tâche, frustré au possible par ce manque de discernement, certainement dû à son âge avançant, il sent d'un seul coup un courant d'air qui lui passe loin au-dessus de la tête. Et puis, un sifflement presque imperceptible. C'est même si léger qu'au départ, Charles ne relève pas la tête. Oh, après tout, ce n'est certainement qu'une impression. C'est seulement lorsque son collègue, d'un coup sec, lui tape sur l'épaule qu'il se redresse. Instinctivement, son regard se tourne vers l'ombre qu'il a senti venir par-dessus son crâne. Elle est de forme ovale, immense. Il n'a jamais vu une chose pareille. Et ces lumières, d'un bleu intense, elles éclairent la position des 2 hommes, comme pourraient le faire de puissants projecteurs. Elles clignotent. Les 2 amis, sur leur siège, se tiennent la main sans mot dire, comme happés par cette présence inconnue et des plus inconfortables. Malgré l'obscurité totale, Charles semble observer que l'engin est gris. D'emblée, il sait que ce n'est pas un avion, impossible. Lui aussi, l'espace d'1 minute, pense aux Russes qui seraient en train d'envahir son pays. Mais la suite des événements, qu'il ne peut en rien contrôler, va lui apporter d'autres éléments de réponse, bien plus terribles, bien plus mystérieux. Après de nombreux allers-retours, l'engin volant s'immobilise au-dessus des 2 ouvriers. Son altitude baisse drastiquement. D'un regard, Charles estime qu'il stationne à moins d'1 mètre de l'herbe qui, sous le poids du souffle inaudible du phénomène, se plie et se tord. Charles et Calvin, à la merci de l'inconnu, ne savent pas encore ce qui les attend. Ils vont être servis. Calvin se lève de son siège, attiré par cette lumière. Un des bords de l'engin s'ouvre, sans pourtant qu'il ne distingue ni l'un ni l'autre de porte. Une intense lumière se dégage de cette ouverture métallique et, après quelques secondes, qui leur paraissent être des heures, 3 créatures, ni animales, ni humaines, flottent dans les airs, s'approchent de leur position. Terrifiés par ce qu'il se passe, paralysés par cette situation absolument horrifiante,
Les deux amis ne peuvent rien tenter. Ils n'ont pas le temps de réagir que déjà. Ils se trouvent face aux créatures. Les jambes de ces êtres ne bougent pas et pourtant ils flottent. C'est la consternation. Charles se rend compte que la créature en face de lui tente peut-être d'entrer en communication. Elle semble ronronner comme un chat, à moins que cela ne soit un bourdonnement. Il n'a pas le temps de mettre ses idées en place qu'un deuxième individu effleure Calvin. Instantanément, ce dernier tombe dans un coma provoqué par la créature. L'inconscience du jeune homme ne touche pas son collègue, qui lui est transporté sans même être touché à bord de ce qui semble être un vaisseau spatial. Là, dans un espace incandescent, totalement baigné dans une lumière dont la provenance lui semble inconnue, Charles est entouré des trois créatures. Il ne peut pas bouger, et pourtant ne se sent pas contraint. Il est devenu aussi léger qu'une plume. Un immense œil, bientôt, vient se poser sur lui, l'observe. Allongé, couché dans les airs, sans aucun lit ni matelas, il flotte encore. Les créatures, de temps à autre, le bougent, modifient ses positions. Charles a alors l'occasion de les observer. Elles sont pâles comme la mort. Il est difficile d'estimer leur taille. Par moments, il pense qu'elles sont plus petites que lui. L'instant d'après, elles lui paraissent immenses. Mais tout est flou. Rien n'est clair. Il est cependant certain de les voir grises, fripées et sans mains. Au lieu de cela, leurs membres sont équipés à leur extrémité de pinces immenses. Elles n'ont pas d'yeux, peut-être tout au plus des fentes, mais un nez, une bouche et des oreilles coniques. Charles a l'impression de passer des heures dans cet endroit sordide avant d'être ramené avec son ami et comme par magie sur la rive. Exactement au même endroit qu'au départ, là, devant leur chaise. Lorsqu'il touche le sol debout, Charles s'effondre, totalement dans l'impossibilité de se mouvoir. Son jeune ami, lui, ne reprend connaissance que lorsque le vaisseau, en une fraction de seconde, disparaît au milieu des nuages, comme s'il n'était jamais venu. Chez les deux hommes, la terreur se lit dans leurs yeux. Ils ne sont pas fous. Ils viennent de vivre une expérience absolument horrible. Charles et Calvin, après ça, ne pensent plus qu'à une chose, fuir. Les chaises, les bières, les poissons et les cannes, tout reste derrière eux. Seule la peur ne quitte pas les ouvriers qui détalent vers leur voiture. Ça, et un poisson-chat que Calvin avait glissé dans son sac. Durant de longues minutes, les victimes de l'incident restent prostrées dans leur véhicule. Ils débattent de ce qu'ils viennent de vivre. Serait-ce la conséquence d'une consommation d'alcool un peu trop grande ? Peu probable, avec si peu de bière à disposition. Une hallucination collective ? Ils ne le croient pas possible, tant ce qu'ils viennent de vivre leur a semblé réel. Du moins pour Charles, qui lui seul est tout le temps resté conscient. Calvin, dès le départ, insiste pour contacter les autorités. Son collègue est pour le moins sceptique. « Fils, ils vont me prendre pour un timbré. Tu sais bien ce qu'on dit à propos des gens qui ont vu des trucs comme ça, non ?» Son collègue, pourtant, ne lâche pas. « Enfin, ce sont des extraterrestres, Charlie, bon sang. Tu sais ce que t'as vu ? C'était pas humain, ce truc !» Durant de longues minutes, les victimes de cette apparition ahurissante vont négocier. Et c'est Charles qui, finalement, va se ranger derrière la vie de son ami. Ok. Écoute, appelons l'Air Force. Après tout, c'était aérien, ce machin. Malgré leur avancée de la nuit, recroquevillé dans la voiture, Charles appelle la base de Kessler. Il a une bouteille de whisky dans la main. Il avale une gorgée à chaque bip qui sonne dans le vide. Finalement, après une attente interminable, au bout du fil, un employé décroche. Il rabroue aussitôt les victimes, avant même d'entendre toute l'histoire. Et il est très clair. Dorénavant, l'armée ne se charge plus de ce genre de cas. S'ils veulent raconter ce qu'il vient de leur arriver, eh bien, ils doivent aller trouver la police. Charles Hickson raccroche, dépité. Il est prêt à abandonner. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, boire de nouveau un verre, retrouver son épouse et dormir. Mais Calvin,
bien qu'il se sente mal et anxieux, le pousse à se rendre dans un commissariat. À contre-cœur, Charles accepte. Ok, je connais un shérif, au bord du comté de Jackson, tout près d'ici. Prenant le volant, faisant crisser les pneus de son véhicule, Hickson, à toute borzingue, file sous les étoiles. Calvin, par la fenêtre ouverte, regarde la voûte céleste comme un gamin apeuré. On ne sait jamais. Les créatures pourraient revenir. Non loin de là, l'esprit pour le moment bien éloigné de ses préoccupations liées aux ovnis, le shérif Fred Diamond est en train de boire une énième tasse de café. Trempant son épaisse moustache dans le breuvage chaud et sucré, il tâche sa chemise. Il grogne. À ce rythme-là, il va devoir se changer tous les jours. Il soupire quand une voiture s'arrête net sur le parking. C'est celle d'Hickson et Parker qui se dirigent vers le commissariat hébété. Le shérif Diamond lève le sourcil. Qui sont ces gaillards qui viennent le trouver à cette heure-là? L'homme de loi frotte son étoile. Il a un mauvais pressentiment. Il peut se méfier. Ce qu'il va entendre risque bien de l'estomaquer. Nous sommes dans une salle aussi petite qu'aseptisée. Au bout d'une table, le shérif Fred Diamond, de son ongle sale, presse le bouton d'un enregistreur. Il allume une cigarette. Le lieu d'interrogatoire immédiatement devient un pesant fumoir. « Bien, messieurs, » dit-il dans un soupir. « Vous pouvez me répéter votre histoire une nouvelle fois ?» Hickson, angoissé par le traumatisme qu'il vient de vivre, déroule son témoignage d'une voix blanche. Diamond, se balançant machinalement sur sa chaise, écoute distraitement ce que l'homme d'une quarantaine d'années lui raconte. Son attention est dirigée vers Parker, qui, lui, semble très agité. Ce gamin-là, il est marqué, c'est évident. Jetant sa clope dans le cendrier devant lui, le représentant des forces de l'ordre, tout en reluquant le plus jeune, s'adresse à l'homme en train de parler. « Vous avez bu, monsieur Hickson ? » ?»« Non, c'est parce que je le sens d'ici. » Balbutiant qu'il s'est détendu en buvant du whisky, Charles Hickson termine son récit avec, pesant sur lui, le poids du soupçon. Peu avant la fin de son histoire, le téléphone de la brigade, à l'extérieur de la pièce, sonne. Le shérif se lève. Il laisse traîner sur la table l'enregistreur que les deux hommes n'ont pas remarqué. Les dialogues qui suivent sont ceux réellement échangés ce soir-là entre Hickson et Parker. Le jeune homme, tout d'abord péniblement, exprime ses sentiments. « Il faut que je rentre chez moi et que je me couche et que je prenne des calmants ou que je voie un docteur ou quelque chose. J'en peux plus. Je vais devenir fou. » Hickson tente de le rassurer. « T'inquiète. Quand on sera sorti, je vais te trouver quelque chose pour te calmer et que tu puisses dormir. » « Mais c'est impossible que je dorme comme ça. Je suis juste en train de devenir fou. » Calvin, quand ils t'ont sorti, quand ils m'ont sorti de cette chose, oh putain, j'aurais aimé ne t'avoir jamais incité à sortir. Oh putain de bras. Mes bras, je me souviens qu'ils se sont tout simplement figés et que je ne pouvais pas bouger, comme si j'avais marché sur un serpent à sonnette. Moi, ils m'ont pas fait ça. Moi, je me suis évanoui. Je crois que je me suis jamais évanoui de toute ma vie. J'ai jamais rien vu comme ça avant dans ma vie. Les gens ne peuvent pas y croire. Plusieurs fois au cours de cette conversation, qui va durer de longues minutes, Hickson répétera cette phrase. Non, assurément. Les gens ne peuvent pas le croire. Perturbés mais lucides sur le sort qui les attend, alors que le scepticisme est de rigueur dans la salle d'interrogatoire, les deux amis ne cherchent dorénavant qu'une chose, pouvoir rentrer chez eux. Ils ne tardent pas à être exaucés. Le policier, enfin, revient pour les libérer, mais à son retour dans la pièce enfumée, son visage est pâle. Il semble cacher quelque chose aux ouvriers. Ils n'en sauront pas plus. Reconduits à la porte, comme de vulgaires criminels qu'ils ne sont pas, Charles Hickson et Calvin Parker se sentent salis par le doute installé dans l'esprit cartésien du shérif. Ils peuvent s'accrocher. Leur chemin de croix ne fait que commencer.
Ce que le shérif Diamond se garde bien de dire aux deux victimes présumées, c'est qu'un autre homme, dans un autre poste de police à proximité, est venu livrer un témoignage similaire au leur. Le coup de fil qu'il vient de recevoir est celui de ses collègues lui annonçant la nouvelle. Pourtant, et malgré la concordance relative des récits, il continue de croire à une supercherie. L'autre gars dit avoir vu une soucoupe volante aux lumières bleues alors qu'il roulait. Bon, c'est maigre, faut bien l'avouer. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, Hickson, une gueule de bois carabinée, remarque qu'une trace de piqûre se trouve sur son bras. Il a légèrement saigné. L'homme se tétanise. C'est à cet endroit que les extraterrestres l'ont agrippé. Immédiatement, il rappelle le shérif, qui prend mollement en compte l'information. Les deux amis ne sont pas dupes. Diamond les prend pour des fous. Alors les témoins demandent à subir un test via un détecteur de mensonges. L'opérateur en charge de l'examen note qu'il semble clair qu'Hickson et Parker ne mentent pas lorsqu'ils racontent leur histoire. Pour autant, l'ampleur que prend l'affaire, immédiatement, oblige les journalistes et les spécialistes à choisir leur camp. Et la plupart d'entre eux estiment que les ouvriers sont des menteurs. La réaction de Parker est immédiate. Il sait ce qu'il a vécu et se promet, une fois la polémique retombée, de faire connaître la vérité. Le jeune homme part en croisade. Et à l'heure où je vous parle, elle n'est toujours pas terminée. Nous sommes en mars 2019. Au cours d'une convention d'ufologie, soit l'étude des ovnis et des phénomènes associés, au cœur du Mississippi, Calvin Parker est devenu l'auteur de plusieurs ouvrages sur son expérience paranormale. Aujourd'hui, pour la première fois, l'attend une rencontre absolument décisive. Jamais il n'aurait pu espérer une telle occasion. Les organisateurs de la convention ont visé très haut, en accueillant des témoins bien spéciaux de sa propre aventure. Les Blair, Jerry et Maria, aujourd'hui bien plus âgés, rencontrent pour la première fois le protagoniste de l'affaire qui s'est déroulée 46 ans plus tôt. Jamais Calvin n'aurait pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous, que d'autres témoins existaient et qu'il pouvait surtout appuyer ses dires. Depuis des dizaines d'années, il est vilipendé, moqué par tout un pan de sceptiques. Ces derniers vont enfin devoir admettre qu'il n'était pas seul ce soir-là. De l'autre côté de la berge, les Blair ont eux aussi aperçu les aliens. Peu de temps après cette rencontre, Calvin Parker en rapporte le compte-rendu suivant, rempli d'émotions. Ce fut une rencontre très émouvante dès le début. Maria a commencé par me dire qu'elle avait été témoin de l'enlèvement le 11 octobre 1973, mais qu'elle ne savait pas qui était impliqué avant le lendemain. Madame Blair s'était alors lancée dans une quête pour me retrouver afin qu'elle puisse savoir si nous allions bien. Mais elle n'a pas eu de chance, parce que je me cachais de l'attention des médias. Son mari lui a dit qu'elle serait idiote de se manifester, parce que tout le monde la ferait passer pour une folle. Elle a donc gardé cela pour elle, en me disant qu'elle y avait pensé tous les soirs, et s'inquiétait pour moi. Tout comme moi, elle avait des secrets qui nous avaient hanté toute notre vie. Dieu merci, j'ai écrit ce livre, car il nous a aidés à nous réunir. Après cette entrevue, après ce témoignage arraché de la bouche des Blair tant de temps après les faits, Calvin Parker, enfin, se sent légitime. Comme par enchantement, le poids de la solitude quitte ses épaules. Enfin, des gens viennent l'appuyer. Enfin, peut-être, il va être pris au sérieux, parce qu'il était temps. Si les époux témoins des événements de l'autre bout de la rive n'ont pas alerté plus tôt les autorités, c'est parce qu'ils craignaient plus que toute chose les moqueries. Ils ont ainsi gardé le silence pendant plus de 4 décennies. Leur rencontre avec Parker, bien réelle, met un point final en quelque sorte à cette histoire. Mais cela ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer les propos tenus de part et d'autre.
Loin d'être simple et faute de preuves tangibles, les choses s'enlisent et ne permettent pas de faire avancer le cheminement vers la vérité. Plusieurs hypothèses ont été mises sur la table au fil du temps. Très rapidement, après leur témoignage, des ufologues, terme qui désigne les spécialistes de la question extraterrestre, se sont rendus dans le Mississippi afin d'interroger les deux hommes. Leurs avis furent unanimes. Parker et Hickson ont bel et bien été témoins des événements qu'ils rapportent. D'autant que, grâce au passage au détecteur de mensonges réalisé sur les deux hommes, il est permis de penser qu'ils ne mentent pas. Oui, mais vous le savez, les choses ne sont pas si simples. Les autorités se rendent compte que l'opérateur ayant réalisé le test n'était en réalité pas assez qualifié pour apporter des conclusions. Peu de temps après cette révélation, on propose donc aux deux témoins de se soumettre à un nouvel examen. Et c'est là que les choses se compliquent. Ni l'un ni l'autre ne se rendent à la convocation. Pourquoi refuser, alors même qu'ils maintiennent avoir vécu cette expérience hors du commun? Ce qui interpelle surtout, c'est que le premier examen réalisé l'a été à la demande de Charles Hickson. La pression des médias ne retombe pas. Tout le pays, et plus encore, une partie du monde scientifique cherche à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé au bord de cette rivière du Mississippi. Les deux témoins vont être sans cesse sollicités. Ils vont courir les plateaux télévisés et les interviews, surtout Charles. Parker, lui, se mure dans le silence dans un premier temps. Hickson fera même de nombreuses conférences. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Lors d'un congrès d'ufologie au milieu des années 70, Charles affirme avoir été témoin de nouvelles apparitions d'ovnis depuis les événements de Pascagoula, avoir même reçu des coups de fil de leur part. Il aurait donc eu le privilège, à cette occasion, de discuter avec les petits hommes verts, ou gris, si l'on en suit sa description des envahisseurs du Mississippi. Mais sa mort en 2011 empêche dorénavant toute investigation à partir de son témoignage. Jusqu'au bout, en tous les cas. Il aura maintenu sa version des faits. Parker, lui, est toujours vivant. Le temps faisant son œuvre, sa parole s'est libérée. Il est le fondateur d'une société qui produit des documentaires sur les problématiques et les apparitions d'ovnis. Il écume les conventions et est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Il continue de maintenir, lui aussi, qu'il a vu des extraterrestres cette nuit-là. Mais l'histoire de Pascagoula fut l'objet d'une contre-enquête, menée en majorité par le journaliste Philip Glass. Au prix d'une étude minutieuse et documentée, il estime que tout ce récit n'est qu'une supercherie inventée par les deux hommes. En cause, l'histoire du refus du deuxième test, ainsi que la modification du récit des événements, plusieurs fois embelli par Hickson lors de ses passages sur les plateaux. Mais cette part de doute n'est-elle pas le lot de tous les témoignages de ce type rapportés depuis des dizaines d'années? Deux camps s'opposent et chacun s'acharne à faire valoir sa vérité. Les rationalistes et les sceptiques, animés par leurs convictions profondes, cherchent à démonter point par point les récits, quitte parfois à surinterpréter certaines paroles ou certains faits rapportés. De l'autre côté, les partisans de l'existence extraterrestre emploient bien entendu les mêmes biais. C'est, pourrait-on dire, de bonne guerre. Tentons donc à notre tour d'avancer des éléments de réflexion. Hickson et Parker sont les victimes d'un enlèvement inexpliqué par des créatures flottantes dans les airs et à la peau fripée et grise. Face à eux, un couple, dans sa voiture, déclare, 46 ans après les faits, avoir été témoin du phénomène. Mais leurs récits, mis en contradiction les uns avec les autres, ne correspondent pas en totalité. Les témoins évoquent le fait qu'une des créatures est sortie de l'eau, alors que Hickson et Parker jamais ne font état d'une telle chose. Un oubli de leur part est possible, évidemment, mais tout de même. Les récits divergent grandement. Ils se rejoignent sur un point. Dans les deux versions, les témoins font état de lueurs bleues intenses, présentes sous l'engin volant.
Dans ce cas, tentons de savoir si d'autres personnes aux alentours auraient pu voir l'immense soucoupe aux lumières clignotantes. Le chantier naval, tout proche du lieu de l'incident, est équipé déjà en 1973 de caméras qui filment jour et nuit ce qu'il se passe. Lorsqu'on épluche les bandes, rien n'est visible. La nuit y apparaît douce, calme, tranquille. Tout autour du site, 2 cabines perchées en l'air et habitées en permanence par des gardiens sont aussi présentes. Ni l'un ni l'autre ne rapporte quelque chose de particulier cette nuit-là. Le couple, ainsi que les victimes de l'enlèvement, seraient donc des menteurs ? Peut-être. Peut-être, mais si des suspicions s'imposent naturellement à la lumière de ces faits, un pan des possibilités n'a pas encore été évoqué, celui de l'espionnage ennemi. Au début des années 70, la guerre froide est encore loin d'être terminée et les tensions, par période, vont grandissantes ou à l'inverse, s'apaisent. Il n'est pas impossible d'imaginer que les Russes tentent d'observer les mouvements de cet ennemi qu'on ne combat pas de front, au même titre que les Américains qui ont pu espionner eux aussi. D'ailleurs, un peu plus de 15 jours après les faits, des pêcheurs, sur une barque cette fois, se rendent à la police en signalant avoir observé un objet sous-marin d'une forme arrondie et allongée. Mystère non élucidé encore à ce jour. Certes, ce que les témoins d'octobre 1973 annoncent avoir observé ne ressemble en rien à un avion, mais bien plus à une soucoupe. Mais serait-ce délirant d'imaginer que les Russes, à la pointe de la question aéronautique et aérospatiale à cette période, aient pu développer un engin volant aux formes particulières? Reste à trancher la question des créatures qui en sont descendues, leur flottement, leur pouvoir, leur apparence. Et pour cela, évidemment, il devient compliqué d'expliquer les choses de manière rationnelle. Des créatures qui sortent par une porte qui n'existe pas et qui, en les touchant, font tomber les gens dans les pommes, ça, même les Russes en sont incapables. L'incident de Pascagoula reste totalement inexpliqué. La vérité se situe certainement quelque part dans une nébuleuse floue et mystérieuse. C'est ce qui rend indubitablement ce récit si passionnant. Chacun y va de son hypothèse, de ses arguments. Et vous alors ? Vous, que pensez-vous de cette histoire folle ? Parker et Hickson seraient-ils des menteurs ou bien de véritables victimes ? Je vous laisse creuser vos méninges à votre tour. Voilà pour cette histoire fascinante que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.